Kevan, Présent, Reda, présent. bienvenue sur ce nouvel épisode de Fond de classe. Épisode sympa. J'espère comme les... C'est des sujets, ça va. C'est des sujets qui se portent, on va dire. On a eu des épisodes un peu plus lourds parce que c'est des sujets denses. Ouais, Donc, comme par exemple pour toi. Je pense que... Je prendrai le celui dont on est, je pense, mutuellement le plus fier. Ouais. Celui sur Conan. Il Ouais. était assez dense, je pense qu'on a pas mal parlé dessus. Ouais. Et les autres, le problème, c'est que... voilà, je pense qu'ils étaient denses, mais ils étaient, on va dire, on était moins... Tu vois, On était plus au feeling. Voilà, c'était beaucoup plus au feeling, alors que le Conan, vraiment, c'était un truc... on savait déjà ce qu'on allait dire, Ouais. plus ou moins. Ok, bah du coup, quels sont les épisodes d'aujourd'hui? Enfin, Les sujets d'aujourd'hui. Les épisodes. Ça va être Prince of Persia. Ouais, c'est ton sujet. Et moi, sera les livres dont vous êtes le héros. Et pour la première fois, on va... Non, je crois qu'on a déjà eu des transitions fluides sans le vouloir. Mais là, on a une transition qui est déjà plus ou moins faite. Ouais, c'est parce qu'il y a un livre dont vous êtes le héros, Prince of Persia, et voilà. tu en parleras quand... Bien sûr. Donc, je vais te laisser ouvrir ton sujet, Prince of Persia. Fais-toi plaisir. Alors, moi j'ai une collection toute particulière avec la licence Prince of Persia. Bon, je pense qu'en plus ça tu le sais, j'arrête pas de te le rabâcher à l'époque. J'ai beaucoup joué au Prince of Persia quand j'étais petit, donc ma toute première connexion avec la licence Prince of Persia c'était avec le 2 Warrior Within. Quand j'étais petit, je jouais. Alors le 2 des nouvelles versions 3D, parce qu'il y a eu des vieux platformers Prince of Oui, Persia. je parle de celle portée par Ubisoft, donc la trilogie portée par Ubisoft, donc Prince of Persia Sand of Time, Prince of Persia Warrior Within et Prince of Persia Two Thrones. Ok. Donc ma toute première connexion avec la licence, en tout cas celle portée par Ubisoft, c'était avec le deuxième opus, Warrior Within. Et c'était sur la toute première Xbox. Et quoi dire sur ce sujet en dehors de je me chiais dessus quand j'ai joué au jeu. Parce qu'en fait, pour le deuxième opus, ils ont décidé de prendre une route complètement différente du premier. Où en fait, ils sont partis sur quelque chose de très pesant et très stressant. Et même la musique, c'est du rock / arabique. Donc, c'est du métal / arabique plutôt, excuse-moi. Et donc, du coup, je sais pas, on a cette tension en fait. Tu sais, t'as le mélange du Moyen-Orient, de la musique un peu orientale Moyen-Orient avec du métal. Ouais. Et du coup, c'est envoûtant, mais dans le sens où tu vas te. C'est compliqué. En fait, envoûtant, mais c'est menaçant. C'est genre, ça. T'as pas envie d'être envoûté. C'est ça, Ouais. c'est envoûtant, mais menaçant. Et le jeu, me faisait vraiment peur quand j'étais jeune. Je l'ai pas fini quand j'étais jeune. Ok. Je l'avoue, je l'ai pas fini parce que je me faisais beaucoup trop dessus pour y arriver. Mais j'adorais l'univers. Ça m'a forcé à aller voir les autres opus. Donc, du coup, j'ai joué au 3 sur PSP. Et au premier, il me semble que j'y avais joué sur PC. Ok. Et en fait, je sais pas comment expliquer, c'est un jeu unique. Il y en a pas beaucoup. Alors, les gens vont me parler d'Assassin's Creed, forcément. Oui, on en reparlera un moment. On en reparlera un moment, mais je dirais que non. Vraiment, il y a un univers, un environnement dans Prince of Persia, une ambiance qu'on ne trouve pas dans d'autres jeux. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui redemandent des Prince of Persia parce qu'il n'y a pas de jeu équivalent. Ouais. Donc, voilà, j'adore ce jeu. Moi, j'ai maté le film de Disney, que toi aussi t'as maté, du coup. Ouais. Et c'est une licence qui m'a marqué. Je resterai à tout jamais derrière cette licence. Mais je pense qu'avant de rentrer profondément dans le truc, je vais te laisser quand même me dire un peu ton expérience parce que je sais que tu as... Ouais, alors peut-être juste avant, si tu veux pas présenter en 2-3 mots, vu que tu parles plus d'univers que de gameplay, quel est l'univers? Oui, bah du coup l'univers de Prince of Persia, c'est... Donc on a un prince de Perse. Alors je parle de la trilogie et je pense que le film ça reste inspiré de plus ou moins le même sens, le même fonctionnement. C'est que on a un prince de Perse qui du coup mène les armées de son père, son père qui est le roi de Perse, qui mène une conquête sur des terres indiennes. Ce qui se passe, c'est que
je sais pas comment on appelle les hauts dirigeants de l'époque indiens, je crois que ça reste des sultans. Ouais, je crois que c'était sultan des deux côtés. Ouais, donc il y avait ce sultan indien qui, du coup, avait en sa possession un truc qui s'appelait les sables du temps. Et donc, du coup, nous, on commence dans cette conquête-là. Donc on est un jeune fils qui est ambitieux et qui veut faire ses preuves, etc. Donc on mène l'attaque, etc., etc. Et on arrive finalement du coup, à envahir et à finir cette conquête en atteignant du coup le palais de ce sultan-là. Et donc du coup, on récupère ces sables du temps. Donc j'essaie de pas trop spoiler non plus. Donc j'essaie de voilà, on récupère ces sables du temps comme on va dire trophée de cette conquête. Et on récupère aussi la fille de ce sultan indien. Il me semble que le sultan il a été tué. Si je dis pas de bêtises, je me souviens plus, mais c'est pas le plus important. Mais donc, du coup, on ramène ces sables du temps, sauf que cette conquête ça a été, on va dire, le projet du vizir qui a conseillé et qui a poussé le roi de Perse à la mener, justement pour obtenir ces sables du temps là. Il va libérer les sables du temps. Ces sables du temps là vont en fait affecter tout le monde dans le royaume perse. Ça va les transformer en créatures. Je sais pas, de sable, des créatures de sable, des démons voilà, du temps. Et donc du coup, les seuls qui rescapés sont donc le vizir, le prince et la princesse. Et donc du coup, voilà, on rentre dans cette aventure-là où le prince essaie du coup de corriger cette erreur-là. Et on suit l'aventure des deux, de la princesse et du prince, contre le vizir tout au long du jeu. Donc, là, tu es en train de parler du premier. Est-ce que en 2 secondes, tu peux nous dire la suite? Parce que du coup, moi, je n'ai fait que le premier. Je vois pas comment tu peux avoir de suite. Bah, en fait, à la fin du premier, je me permets, attention, spoiler, je précise. À la fin du premier, donc Scene of Time, le prince réussit Enfin, il perd la princesse durant l'aventure, plutôt vers la fin, et il réussit à vaincre le vizir, mais il doit corriger cette erreur-là, et le seul moyen de la corriger, c'est de retourner dans le temps. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne dans le temps avant l'attaque, sur le palais, et il va dans la chambre de la princesse. Bon, la princesse ne le reconnaît plus, mais il va dans la chambre avant l'attaque dans la chambre de la princesse pour la prévenir de ce qui va se passer. Le vizir vient à ce moment-là et il le tue, le vizir. Donc il y a un combat qui se fait entre les deux, il tue le vizir et suite à ça, il s'en va avant de finir les présentations avec la princesse, il s'en va pour retourner dans les armées de son père pour annuler en fait ce qui se passe. Sauf que le problème avec ça, c'est qu'on joue avec le temps et il faut pas. Et en fait, c'est pas il faut corriger, c'est que le temps est gardé par un gardien du temps. Et en fait, dans le 2, c'est pour ça que le ton est beaucoup plus sombre, c'est que le prince est poursuivi par le gardien du temps, qui est une créature dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est le Dja ou je sais pas quoi. Et donc du coup, en fait, le prince est devenu une anomalie. Il est devenu une anomalie. Il n'est pas censé être là dans cette période-là. Il a annulé des événements qui n'auraient pas dû censés être annulés. Et donc du coup, le gardien arrive pour corriger l'anomalie qui est devenue le prince. Et le troisième donc le prince, il y a des péripéties. Il va réussir à s'en sortir. Voilà, il va réussir c'est des péripéties. Et dans le troisième, on suit le prince à la fin du 2. C'est vraiment tout de suite après la fin du 2. Il retourne dans son royaume, sauf que dans son royaume, suite à ce qui s'est passé durant le 2, le vizir est revenu et il récupère son royaume et il retransforme tout le monde en sable du temps, en créature du temps, et là il arrive à les contrôler. Il doit récupérer son royaume, donc il combat contre ces forces-là. Donc voilà. Donc là on a une bonne idée de. Je trouve que j'ai plutôt bien résumé, je pense. Tu t'en sors bien. Donc, moi, comment j'ai connu, ça va être très rapide. J'ai juste joué au Sable du Temps. Ah non, c'est vrai qu'il y a eu. Non, j'ai vu le film à l'époque. Pas en salle, mais un peu après, en téléchargé. Je l'avais vraiment apprécié. Enfin, vraiment. Je l'avais apprécié avec mon père. On était étonnés qu'une adaptation de cette licence de jeu dont on avait entendu parler de loin puisse être bonne.
Suite à ça, j'ai eu un livre vert, les petits livres là pour les enfants un peu faciles à lire parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, version dont vous êtes le héros de Prince of Persia dont on parlera plus tard. Et bien des années après, quand j'ai voulu commencer à être un peu sérieux avec le jeu vidéo et à tester le plus de variétés possible et des anciens jeux aussi pour essayer de me faire une culture, j'ai fait les Sables du Temps parce que tout le monde disait c'est un classique. Et j'ai peut-être plus que toi l'abordé sous le gameplay, sous la narration que l'univers. Parce que du coup, moi j'ai ce recul et du coup, j'ai pas d'attachement à cet univers-là. Mais énorme claque. Et je vais pouvoir caser pour la première fois mon jeu vidéo préféré que je n'ai jamais casé de tous les épisodes, Last of Us. Et pouvoir dire Last of Us c'est génial. Et je pourrais rajouter, pour ne pas sortir du cadre, grâce à Prince of Persia. Mais sinon, j'ai complété un peu la présentation du jeu que tu as fait en parlant légèrement de l'ambiance, puis après du gameplay. Donc, ce qui est assez marquant en y jouant aujourd'hui, c'est qu'il reste une anomalie encore aujourd'hui, alors que ça fait 20 ans. Car, grosso modo, c'est une version très légèrement dark, hein, le premier, mais en tout cas pas féerique, cartoonesque, des Mille et une nuits. Alors, ça se sent déjà avec le cadre, qui se passe en Arabie, c'est ça? C'est la ancienne Perse, ouais, c'est ça. Inde, voilà. Voilà, et qui est encore aujourd'hui très peu utilisé. C'est pas pour rien qu'ils ressortent un Assassin's Creed qui se passe. Je crois que c'est Bagdad. Ouais, voilà. C'est pas pour rien que quand ils font ça, c'est un choix qui est marquant aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, personne n'a fait ce choix autre que Prince of Persia et Assassin's Creed, qui est un dérivé de Prince of Persia. Mais littéralement un dérivé, on en reparlera aussi. Et l'aspect Mille et une nuits aussi, il se retranscrit par rapport à une petite mécanique narrative qui est très intéressante, qui est que tout le jeu est raconté par le personnage principal. Et quand il raconte l'histoire, on ne sait pas à qui il l'a raconté, dans quel contexte. Du coup, ce fait de le raconter, ça rappelle les Mille et une nuits. Les Mille et une nuits, je rappelle, c'est une femme qui essaye d'échapper à la mort d'un sultan et qui, chaque soir, lui raconte une histoire, s'arrête au milieu de l'histoire, et donc le sultan veut connaître la suite, il ne la tue pas cette journée-là, et ainsi de suite pendant Mille et une nuits, jusqu'au jour où il fait bon, ok, vas-y, t'es trop forte, je te laisse survivre. Et donc on a plein d'histoires qui sont regroupées dans les Mille et une nuits. Je crois qu'Aladin, pas Aladin, les 40 voleurs. Les 40 voleurs, ouais. Ouais, Alibaba. Je crois que c'est Alibaba, ouais. Alibaba et les 40 voleurs. Ouais, ce genre d'histoires viennent des Mille et une nuits. Et donc ils reprennent cette formule-là en racontant l'histoire, avec des petits twists marrants. Par exemple, quand tu meurs dans le jeu, le personnage principal qui du coup vient de mourir devant toi et qui est censé raconter l'histoire, fait non, attendez, je me suis trompé, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est hilarant et c'est tout bête, mais dans l'aspect Mille et une nuits conte de fées, ça adoucit la mort, parce que chaque fois que tu meurs, le jeu dit non, t'inquiète, c'est pas vrai. Donc, déjà que de base dans un jeu vidéo c'est le cas, mais en plus la narration te dit non, t'inquiète pas, etc. Et donc, vu que tu as raconté la fin, je vais faire le lien, on se rend compte que tout ça était raconté par le personnage principal à la princesse une fois qu'il est retourné dans le passé et que du coup il a tout oublié. Et qu'il devait lui expliquer. Voilà, et donc du coup tu n'as pas besoin d'avoir d'ellipse du d'accord, il s'est passé tout ça. Tu sais qu'il lui a tout raconté vu que tu l'as vécu. Donc ça participe à cette ambiance-là. Et puis les visuels sont là, il y a beaucoup de drapés, l'architecture, ça passe énormément par l'architecture qui est magnifique. Ouais. Et en plus, ça passe d'autant plus par l'architecture qu'on éprouve l'architecture, parce que c'est un jeu avec beaucoup de parcours. Et donc tu vas parcourir cette architecture, et c'est giga agréable. Et donc tu la parcours de façon horizontale, mais latérale aussi, grâce au pylône vertical. Merci. Donc on peut vraiment la vivre, et donc ça c'est toute cette ambiance là, et donc tes adversaires sont des démons, des créatures un peu magiques, etc., mais pas des démons
Là, occidental, ouais. Occidental, c'est des démons un peu. Des djinns, quoi. Des djinns, c'est des esprits, c'est ça. Alors liés au sable. Là. Liés au sable. Et donc les mécaniques principales, donc premièrement, c'est donc beaucoup de parcours. C'était innovant d'ailleurs. C'était innovant. Et encore aujourd'hui, ça marche extrêmement bien. Parce que le parcours est dirigiste à l'inverse des Assassin's Creed qui sont en monde ouvert. Mais du coup, il est très bien calibré pour un truc très cinématique. Et donc ça vient du fait que les tout premiers Prince of Persia 2D étaient des platformers qu'on appelle cinématiques, c'est-à-dire que à la base d'un Mario, tu n'as pas un contrôle total sur ton personnage, tu peux pas lui dire en plein saut non, en fait je vais aller à gauche, ce qui est totalement non, une fois qu'une action est entamée, elle est faite. Ouais, mais ça va permettre d'avoir des animations qui sont très qualitatives et très cinématiques, très contrôlées, très magnifiques. Et donc ils ont réussi à reprendre ça, le rendre plus contrôlable quand même que les versions 2D de ce que j'ai vu. Et donc du coup, ça va pas être du choix, le parcours, ça va être de la performance. Réussir à sauter au bon moment, hop, comprendre quel type de saut il va falloir faire, vers où il va falloir sauter. Et donc, il y a ça, il y a les combats qui sont peut-être le point faible aujourd'hui du jeu, parce qu'il n'y a pas 10 000 choses qui se passent. La grosse mécanique un peu liée à ce jeu qui est spécial, en tout cas dans le premier, c'est que vu que ces ennemis-là sont faits de sable, ils sont entre guillemets invincibles certains, et il faut les achever en utilisant la dague pour du les temps, aspirer. Qui du coup aspire exactement les sables du temps. Parce que tu as 2 dagues différentes que tu utilises, donc ça pourrait un peu faire penser à The Witcher qui a ses 2 épées. Ouais, c'est ça, tu as la dague du temps qui est tout le temps avec toi et tu as l'épée que tu peux récupérer sur l'écran, etc. Et donc la mécanique principale qui est liée à cette dague du temps, outre aspirer ses ennemis, c'est qu'on peut remonter dans le temps, non pas dans l'histoire, mais dans le gameplay, d'une trentaine de secondes environ. Et donc, quand tu échoues, tu peux appuyer sur un bouton et rembobiner. Tu vas voir visuellement le jeu se rembobiner. Et c'était une énorme prouesse technique à l'époque. Et même si aujourd'hui, techniquement, c'est moins impressionnant, eh bien, personne n'utilise cette mécanique-là. Aujourd'hui, ça s'appelle je sauvegarde et je relance le jeu. Mais là, on ne le fait pas dans ce jeu, on ne se le permet pas parce que le jeu nous le permet déjà. Et donc du coup, quand parce qu'on peut pas le faire à volonté, bien sûr, on a un certain nombre d'utilisations. Et du coup, quand le jeu nous dit non, tu peux pas l'utiliser, eh ben, tu as moins tendance à le faire que d'autres jeux parce que le jeu t'a déjà permis, donc tu vas faire ok, j'assume, je continue. Cette mécanique aussi est un moyen un peu caché d'équilibrer le combat qui est aux fraises. Certains combats sont extrêmement compliqués malgré le peu de mécanique qu'il y a. Vraiment compliqué pour un rien, quoi. C'est juste trop d'ennemis, trop de PV. Mais il faut dire que cette mécanique elle est innovante, jamais retrouvée, très agréable, que le parcours reste très bon aujourd'hui. Le combat, j'ai beau avoir craché dessus, les animations de combat acrobaties sont vraiment très bonnes. On peut encore le voir aujourd'hui, comme par exemple dans des Spider-Man ou ce genre de choses, on a certaines capacités, on peut sauter par-dessus des ennemis en combat. Prince of Persia le proposait déjà à l'époque. Exact. Donc même dans les combats, tu as déjà du déplacement un peu spécial, etc. Et donc tout ça, c'est la base du gameplay. Et la surcouche qui va lui donner une saveur supplémentaire, c'est que c'est l'un des premiers à essayer de raconter une histoire, pas seulement dans ses cinématiques, mais dans son gameplay. Et donc pour cela, on va être accompagné de la princesse. Et la princesse va pas être juste un personnage qu'on va sauver. Ça va être un petit peu le cas parce que elle, c'est une archère, donc elle a tendance à être moins forte que nous au combat au corps à corps. Et donc, elle est moins présente parce que comme tu l'as dit, c'est qu'il y a plusieurs ennemis, donc du coup, tu l'as précisé, c'est que le combat est pas très bien équilibré, donc du coup des fois on a énormément d'ennemis dans une salle. Ouais. Et le problème c'est que un archer, ça reste utile, mais le problème c'est que quand on a beaucoup d'ennemis, tous les ennemis ne peuvent pas se concentrer sur nous et on est obligé à la fois de se battre et de faire en sorte qu'elle reste en vie parce que il y a des fois un ou deux monstres qui va aller... Donc du coup ils ont créé un personnage féminin qui est vraiment en avance sur son temps à l'époque
Même si dans les dialogues, il y a quelques moments où j'ai un poil cringé en y rejoignant aujourd'hui, mais c'était très léger, et il faut vraiment voir que ce personnage n'est pas... donc déjà, tout le scénario n'est pas axé sur le fait qu'on la sauve, c'est juste on la sauve parce que c'est un compagnon de voyage, et on la sauve dans le gameplay, c'est pas on te dit d'aller la sauver, c'est ah non, il faut pas que ton coéquipier meure, donc de toi-même tu vas aller l'aider. Et tu vas l'aider non pas parce que c'est une femme ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est une archère tout simplement. Et que en termes de mécanique, c'est très intéressant le fait de pouvoir couvrir un compagnon qui, lui, à l'inverse, va t'aider, elle va vraiment prendre des décisions. Et outre les dialogues, il y a tout un ensemble le gameplay est utilisé pour raconter quelque chose et pour raconter ces deux personnages qui vont se détester et apprendre à s'aimer jusqu'à s'aimer littéralement, quoi. Et tout ça, ça va passer par un jeu de on ne va plus être avec elle pendant un moment, du coup quand on la retrouve, on va avoir un sentiment de... Déjà quand on ne l'a plus avec elle, vu qu'elle va plus nous aider, on va se sentir un peu plus seul, on va faire oh merde, elle est plus là. Je précise un petit truc, c'est qu'il joue justement, il joue beaucoup sur le fait que il y a des phases où on est seul, et durant les phases où on est seul, en fait, le décor arrive très bien à nous instaurer un genre d'ambiance et environnement très froid, où en fait on se dit en fait quand même j'appréciais quand j'étais avec quelqu'un. Même si les deux personnages faisaient que de s'engueuler au début, tu te dis oh j'aimerais bien qu'ils reviennent, je me sens pas très bien. Et en plus tu te sens pas très bien parce que t'as pas une archère qui te donne des petits bonus, parce qu'on fait genre on doit la protéger, mais globalement c'était quand même une aide. T'étais content quand elle était là, quand il y avait des combats difficiles. Et c'est raconté donc par cette absence-là, c'est aussi raconté par le fait qu'elle va t'aider dans les énigmes, et pas t'aider comme aujourd'hui en te disant la réponse, c'est que parfois les énigmes, elle va interagir avec alors que toi tu n'es pas en capacité. Par exemple, vous êtes chacun de deux côtés différents d'une pièce, vous ne pouvez pas y accéder, et chacun va pouvoir activer un mécanisme qui va permettre à l'autre de l'aider. Donc c'est quelque chose qui est pratiquement absent aujourd'hui. Les seuls qui ont pris la relève sur tout ce genre de narration, c'est du Uncharted, le Naughty Dog, quoi, les Last of Us. Et ça marche encore très bien aujourd'hui. Je me souviens d'une séquence qui est un peu entre guillemets débile. On est chacun à deux endroits différents. On a besoin de passer pas des ponts, mais des trucs qu'il faut abaisser qui ressemblent un peu à des ponts. Et donc toi, tu en fais un. Elle, du coup, va pouvoir avancer. Elle le fait pour toi, etc. Et donc en soi, ça veut juste dire t'actives un levier, t'avances, t'actives un levier, t'avances. Si on devait résumer ça en termes de jeu. Après, dans le ressenti, c'est oh, j'ai un moment d'entraide avec un personnage, et là, le côté c'est un personnage de fiction disparaît totalement. Et non pas parce que j'ai un dialogue qui est bien écrit, mais parce que dans le gameplay, on me donne l'impression que c'est une vraie personne. Et ça fonctionne super bien. Et après, je pourrais parler aussi un peu des dialogues, etc., avec d'autres éléments, mais je vais te laisser un peu prendre la main, parce que ça fait un moment que j'en parle. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit, c'est que je trouve que la relation entre les deux est bien gérée, dans le sens où on n'est pas dans un échange ou une relation, si je peux me permettre le terme débile, où c'est juste on a passé un peu de temps ensemble, donc c'est bon. Il y a une relation qui se crée. Non, c'est qu'il y a une réelle relation qui se crée dans le gameplay, et le jeu c'est très bien maîtrisé le fait de te rappeler à des moments clés, de t'enlever cette aide, cette relation là, et de te rappeler qu'en fait voilà ce que t'es quand t'es tout seul. Et donc c'est pour ça que la fin on va dire la partie de fin est d'autant plus impactante quand tu la perds définitivement. C'est que comme le prince, tu veux réellement arriver là-bas et remonter le temps. C'est pas ah oui, c'est mon objectif. C'est que tu le veux aussi, parce que tu ne récupéreras plus jamais ce que tu as perdu, sauf si tu arrives là-bas. Et donc, du coup, tu vas te démêler. Tu oublies de préciser pourquoi. Parce que la princesse meurt. Oui, voilà. C'est que la princesse meurt, et donc, du coup, tu n'as plus, t'as plus cette aide-là, tu n'as plus cette relation-là, et tu es définitivement seul contre cet ennemi-là, et tu le ressens, la difficulté monte. Bien. Ouais. C'est notamment vers la fin que je disais que la difficulté, ils ont pété un câble. La difficulté est extrêmement dure, parce que en plus ça, t'as plus cette aide là, t'as plus ces trucs. Et même en ayant le droit de remonter le temps, c'est dur. Ouais. Donc en fait tu ressens un genre d'envie, tu veux arriver à ces sables là et les refermer et remonter le temps.
Et donc du coup tu le fais. D'ailleurs, petite précision, il me semble que le prince ne sait pas qu'il pouvait remonter le temps. Ou il me semble à la base, On le il veut découvre juste. plus ou moins à la dernière seconde. Ouais, il le découvre plus ou moins à la dernière seconde, mais c'est à ce moment-là qu'il le fait. Et voilà, on a un genre de réconfort au moment où on revient à ce moment-là dans le temps et qu'on peut enfin réparer des trucs. Donc du coup, voilà, le jeu arrive vraiment à bien gérer ça. Et même en dehors de tout ça, même le fait qu'il te rappelle que c'est un conte, moi je trouve qu'il y a un truc qui... Je sais pas, il y a quelque chose de magique dans la narration. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que quand t'es enfant, par exemple, et que tu joues à ce jeu-là, t'es un peu dans une safe zone, enfin, même si l'histoire reste, te malmène à certains moments, t'es dans une safe zone où bah, tu te sens bien. Tu te sens bien, t'as envie de jouer au truc et t'as envie de continuer. D'ailleurs, petite anecdote, toi qui as vu les films, le film du coup. Pour la réalisation du film, ils ont demandé du coup l'aide du créateur du coup de Prince of Persia, le créateur original, et c'est du coup, je pense en partie pour ça que le scénario est... Ouais, le scénario part pas en couille. Part pas en couille et reste bon, on va dire. D'ailleurs, c'est la seule fois, c'est que dans le film où le personnage est nommé, parce que dans tous les jeux, on connaît pas le nom du personnage, le nom. Ok, c'est marrant. Dans tous les jeux, je m'en souvenais plus, mais non. Non, dans les jeux, même dans les anciens jeux, hein, c'est dans tous les jeux Prince of Persia, le personnage n'a pas de nom, on l'appelle le prince. Oui. C'est que dans les films où ils lui ont donné, je crois, comme nom Dastan. Mais voilà, c'était une envie du coup de créateur de lui donner un nom à ce moment-là, mais sinon il n'a pas de nom. Oui. Je précise ça, ça me rappelle une réplique donc, qui était à semi-cringe mais qui était marrante. Donc à un moment, une petite mise en scène fait genre on est blessé. La princesse court vers nous. Non, mon prince. Donc, effectivement, elle dit pas le prénom. Et alors qu'elle croit que tu es mort, elle fait non, je vous aime. Alors c'est un peu trop, je vous aime parce que bon, ça fait pas longtemps qu'ils se connaissent, etc. Même si, en fait, à cette période-là, on veut bien comprendre qu'elle le pense, mais le penser et le dire, c'est pas la même chose et c'est pas une bonne étape pour le dire. Mais derrière, on le pardonne parce que juste derrière, il sépare les deux personnages et là, le personnage principal se met à parler lui-même. Il fait c'est moi, elle a dit je vous aime. Et du coup, ils sont censés quand même un peu... Il y a une tension, genre on s'aime pas, mais quand même, etc. Et du coup, ils commencent à me quand même. Mais qu'est-ce que je pense, moi? Et c'est vraiment marrant. Et du coup, la séparation est très, très bien placée à ce moment-là. Et j'en profite, toi tu as joué à la suite et quand même là on reste axé plutôt sur le premier. Vu qu'il remonte le temps et qu'il lui raconte l'histoire, ce n'est pas quand même la même princesse. Est-ce que dans les jeux suivants, est-ce qu'ils doivent recréer cette... Alors c'est très bien géré, parce que dans le 2, comme il est poursuivi par cette monstruosité qui doit corriger le temps, comment faire pour que le personnage ne revive pas la même chose? Avec justement ce genre de némésis qui le poursuit constamment, le prince est obligé de fuir, et fuir aussi loin qu'aller dans... Et en fait, il a mené des recherches, parce qu'il ne peut pas survivre à ce truc-là. Ouais. Donc il doit trouver un moyen d'y échapper. Ouais. Donc il n'y a plus de « ah oui, je profite de la vie ». Non, c'est qu'on est dans une situation de danger. Donc le prince va à l'aventure et utilise des moyens pour s'en aller. Et il découvre qu'il y a un truc qui s'appelle les îles du temps, où les sables du temps ont été créés. Et il pense trouver une solution à son problème là-bas. Donc il y va. Donc il y va avec son équipage qu'il perd dès la première séquence de gameplay. Okay. Mais donc du coup il n'y a pas la princesse dans En fait, c'est que tu as une genre d'impératrice du temps qui gère, on va dire, les affaires là-bas. Alors c'est la seule d'ailleurs, on va dire entité humaine qui est sur place. Et donc du coup dans le jeu, il me semble que tu as un genre de deux fins, mais la fin canon c'est tu sauves l'impératrice du temps, et donc du coup il y a une relation qui se crée entre le prince et elle, parce qu'elle lui a quand même, il lui sauve la vie, elle lui a sauvé la vie, donc voilà, et donc du coup l'impératrice n'est plus réellement l'impératrice et elle veut plus rester sur place, donc le prince lui propose de la ramener dans son royaume. Son royaume est en feu à cause du vizir, qui c'est pas, alors il me semble qu'il l'a pas
le vizir n'a pas libéré les sables du temps à ce moment-là, mais c'est que du coup, vu qu'il a remonté le temps, c'est que le vizir, il a tué le vizir, mais le vizir est toujours en vie. Je me rappelle plus des détails parce que c'est assez spécial, mais il s'est passé quelque chose dans les îles du temps qui a fait que le vizir a pu revenir à la vie. Et donc du coup, le vizir s'attaque au royaume et récupère ce qui est dû au prince, donc récupère son royaume et récupère les sables du temps. Mais il a besoin de l'ancienne impératrice pour les utiliser. Donc du coup, il va, le prince voit que son royaume est en feu, etc. Et donc du coup, le bateau va se faire attaquer. Le prince tombe sur une sorte de plage, etc. Mais l'impératrice va être récupérée. On verra que le vizir va utiliser l'impératrice pour utiliser les sables du temps. Voilà. Contrôler et utiliser les sables du temps. À la fin du jeu, donc là je te parle du 3, donc le 2 c'est sorti de l'île du temps, le 3 c'est là où il retourne dans son royaume et qu'il doit le sauver. À la fin du 3, il doit combattre le vizir, l'impératrice est morte. Il doit combattre le vizir et là la princesse qu'il avait prévenue dans le 1 va arriver. Alors je me rappelle plus des détails, mais il me semble que c'était soit l'autre royaume qui est venu l'aider, ou soit en fait elle était déjà capturée à ce moment-là. Et donc du coup ils battent le vizir et je trouve que la fin du 3 c'est une très belle fin parce qu'en fait la princesse du coup, vu que à cause des événements qui s'est passé dans l'île du temps, elle d'une certaine manière elle se rappelle que du prince. À partir de l'histoire qu'il a racontée dans le 1, mais elle l'a plus revu depuis. Et donc du coup le prince doit lui raconter encore une fois ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses du 2 jusqu'à la fin du 3. Et donc du coup on retourne dans cette phase de narration où le prince entame la narration à la princesse, et c'est là où le jeu se finit, laissant penser que ce qui a été encore une fois vécu du 2 au 3, c'est le prince qui lui raconte ce qui s'est passé. En fait, les jeux sont toujours englobés dans une sorte de contes qui sont racontés. Et du coup, ils sont pas du tout tombés dans la facilité de les remettre ensemble, c'est super bien. Alors non, ils se remettent pas, ils se remettent pas ensemble, parce que dans le 2, comme je l'ai dit, le prince du coup se lie d'amour et d'abord d'amitié et puis d'amour avec l'impératrice, parce que du coup ils voyagent ensemble en bateau et c'est là où ils se lient d'amour. Parce que l'impératrice reste la personne qui lui a sauvé la vie. Non, mais je trouve ça cool. Et il la perd, et du coup le prince, il n'y a pas de relation où ils se remettent ensemble, c'est juste qu'il lui raconte du coup ce qui s'est passé, et ils se remettent dans cette phase de conte. Et donc du coup en fait dans le 2, où c'est froid, où t'es pas du coup protégé par ce conte-là, où t'as pas de narration, t'as pas de voix off qui fait que quand tu meurs, qui dit que ça s'est pas passé comme ça. Non, l'écran que t'avais, c'était un écran avec un symbole de l'île du temps avec du sang qui coule. Donc tu comprends un peu pourquoi je flippais. Et t'avais pas d'humain, t'avais rien. C'était vraiment, même la seule personne humaine, c'était ton ennemi. Et tu connais son existence qu'à, je crois, au milieu du jeu. Et en fait, tu te dis que pendant tout ce temps, en fait, tu étais quand même dans une narration. C'est juste que elle n'était pas présente à ce moment-là. Mais c'est pour ça que je pense qu'on est plutôt d'accord pour se dire que, en fait, la trilogie des Prince of Persia reste un truc alien. Même le film reste un truc alien. Je vois pas d'autres films qui... ça reste un film Disney, mais les Disney, l'avantage de Disney à cette période-là, c'est que ils maîtrisaient plutôt bien le fait de raconter des contes. Donc ils l'ont raconté sous forme de conte, comme pourrait être raconté un Blanche-Neige ou tout autre conte occidental. Et je trouve que c'est bizarre, ça reste alien, et je trouve d'ailleurs que une des raisons pourquoi Ubisoft, du coup, qui a les droits au niveau des jeux, alors il y a deux raisons. Alors c'est une petite anecdote comme ça que je donne aux personnes qui nous écoutent et à toi, c'est que le problème c'est qu'ils ont peut-être les droits, mais ils doivent quand même donner je crois, des royalties aux créateurs, alors que Assassin's Creed, c'est la licence, c'est eux qui l'ont créé, donc du coup, dès qu'ils font des jeux, il n'y a pas une partie de l'argent qui va à un autre créateur hors Ubisoft. Après, la deuxième raison, c'est quoi faire après. Il y a eu des tentatives. Il y a eu le Prince of Persia, qui est grossièrement appelé Prince of Persia 4, alors que non, ça a été une tentative de reboot, où justement on suit un prince des voleurs, là. C'était sur Xbox 360, où on suit un genre de prince des voleurs qu'on appelle encore une fois le prince, il n'a pas de nom.
il arrive dans un royaume. Enfin, il n'y a plus d'histoire de sable du temps. Et, enfin, c'est tout un autre truc. Enfin, c'est resté une belle histoire, mais pas aussi bien que la trilogie. Et il y a la dernière tentative d'Ubisoft, du coup, a été les sables oubliés. Euh, je crois que cela, tu as dû entendre parler, non, des sables oubliés sur Wii. Peut-être que si je te remonte les jaquettes du jeu, si tu revas. Vas-y, continue à parler. On regarde pour Prince of Persia 4 et puis les sables oubliés. Mais du coup, c'est un opus qui était du coup sorti à l'époque de la 360, de la Wii et de la PS3. Où en gros, ils ont, cette fois-ci, au lieu d'essayer de tenter un reboot, ils ont pris le parti pris de peut-être raconter des périodes du prince à d'autres moments donnés. Ouais. Il me semble que les sables oubliés se déroulaient. Alors je me rappelle plus de la chronologie, mais il me semble que ça se déroulait entre avant le 1. Il me semble que ça se déroulait avant le 1. Ouais, peut-être avant le 1 ou le 1, entre le 1 et le 2. Non, je crois que c'était entre le 1 et le 2. Bon, encore une fois, le jeu est. Enfin, le truc, c'est que la mécanique devient un peu plus vieille, le jeu rapporte pas des trucs neufs, et malheureusement, c'est que l'histoire, elle est plus aussi magique que lors de la trilogie. On n'est plus dans un délire de conte, on n'est plus dans. Voilà, on perd beaucoup des Prince of Persia, et je pense qu'Ubisoft ne sait plus quoi faire avec la licence, même s'ils ont les droits. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font un reboot. Là, il y a un nouveau jeu qui sort qui a l'air vraiment cool. Alors oui, qui retourne au 2D du coup. T'as dit quoi ? Qui retourne au 2D. Ouais, alors ça, je trouve ça plutôt intéressant. C'est que. Alors, tu te rappelles du nom ou pas ? Parce que je me rappelle plus, moi j'ai oublié. Non, vas-y, continue. Mais du coup, c'est un Prince of Persia du coup, qui a été annoncé très récemment. Juste après. The Lost Crown. Ouais, The Lost Crown. Perdu. Qui est pour le coup très stylé parce que, du coup, vu qu'ils le font en 2D, la nouveauté, c'est que dans les platformers 2D Prince of Persia, il n'y avait pas toutes ces acrobaties-là, toutes ces mécaniques-là. C'était assez rigide. Et là, la nouveauté, c'est on va faire un Prince of Persia 2D, mais on rapporte tout ce qu'on a appris de la trilogie, en termes d'acrobatie, en termes d'animation, etc. Et on le case là-dedans. Bon, cette fois-ci, on ne contrôle pas le prince, on contrôle, il me semble, la garde du prince ou quelque chose comme ça. À voir ce que ça raconte en termes d'histoire, mais c'était plutôt intéressant en termes de gameplay. On peut voir qu'en fait, il évolue dans un sens qui paraît logique. Par exemple, ils ont l'air d'utiliser beaucoup la magie ou des gameplays pour justifier quelque chose de beaucoup plus fluide, genre avoir des dashs, etc., pour avoir plus de maîtrise du personnage. Mais avec le travail sur les animations, sur les effets, et notamment, c'est pas un jeu, c'est 2D dans le gameplay, mais tout le jeu, c'est dans un moteur 3D. Et ça permet d'avoir des mouvements de caméra dans l'univers, alors que toi, tu continues à te placer en 2D, et d'avoir une mise en scène qui permet de garder le côté cinématographique. Donc en fait, ils améliorent le gameplay qui était trop rigide des anciens 2D, et ils apportent tout ce qu'ils ont appris en termes d'improvement de gameplay et de mise en scène cinématique dans le 2D avec ce qu'ils ont appris avec la 3D. Donc ça a l'air à la fois logique, à la fois bon. Je pense que en vrai, je serais tenté. Alors c'est une idée comme ça, rien à voir avec le test, voilà, mais je serais tenté peut-être qu'on le teste à deux. Alors moi, je pourrais ça pourrait être intéressant de le mettre en grand écran, voir ce que ça fait. Et tester, pourquoi pas, à voir. En tout cas, c'est intriguant. Et outre cette suite directe, je pense qu'on peut parler de l'héritage qu'il a laissé. On commence soit par l'héritage direct, soit indirect du jeu. Le plus direct, donc, on n'a que fait de le citer sans vraiment expliquer, Assassin's Creed. Assassin's Creed, la licence est née de la licence Prince of Persia. Comment ça s'est passé ? Ils ont voulu faire un nouveau Prince of Persia et ils ont décidé de travailler sur un Prince of Persia dans lequel on n'allait pas jouer le prince, on allait jouer un assassin qui le protège, et que du coup ils pouvaient reproduire la mécanique de personnages, un personnage non joueur, et apprendre à se connaître et à s'apprécier. Cette fois-ci, nous allions voir le prince quand il était jeune, et c'est avec lui qu'on allait se lier d'amitié. L'idée était vraiment fun. Et plus ils avancent, plus le jeu ressemble pas à Prince of Persia. Il devient trop réaliste.
On commence à virer le prince de l'histoire parce que ça colle pas, etc. Et puis au bout d'un moment, ils font non, mais en fait, on veut faire autre chose. Et donc, ils gardent le contexte. C'est pour ça que Assassin's Creed naissent. Je sais pas si c'est précisément à Bagdad, mais Non, c'est le Moyen-Orient. En fait, dans le Moyen-Orient. Ils ont réussi à se raccrocher très intelligemment. C'est parce qu'il y a une vraie secte des assassins qui avait existé à l'époque au Moyen-Orient qui s'appelait les Achachines. Ouais. Alors, ça vient peut-être. D'ailleurs, je crois que je me rappelle plus si ça vient de la hashish ou si c'était parce qu'ils fumaient du hashish. Mais du coup, en fait, c'était des assassins qui étaient très. Très fanatiques et qui allaient tuer des gens pour leur remettre, qu'on appelait le vieux de la montagne. John Wick joue d'ailleurs sur ça, c'est que John Wick, ça reste des assassins, une organisation d'assassins, et pour se faire pardonner, il va jusqu'où? Il va jusque dans le désert pour trouver le vieux de la montagne pour lui demander pardon. Donc du coup, ils arrivent à garder un cadre et à raccrocher les wagons et à s'en sortir en changeant totalement de licence. Ils virent totalement sur le côté assassin. Donc c'est fini on est dans les nuits, on tue des gens. On a des putains de lames, on tue discrètement, etc. Je rappelle Prince of Persia, c'est tu tues des démons de sable. Donc ça commence à devenir quand même en plus du réalisme plus sérieux. Et qu'est-ce qu'on y garde, outre l'univers? On y garde le parcours. Et là, on ajoute quand même cette mécanique qui va différencier le parcours de Prince of Persia et d'Assassin's Creed. On y ajoute un monde ouvert. Et donc aujourd'hui... Semi-ouvert, mais au sens où tu choisis où tu vas te déplacer. Ouais. C'est ça qui est important. C'est avant, c'est que de la performance dans Prince of Persia. Et là, on dit, ah non, attends, je peux décider de passer par cette rue-là et de monter ou de descendre, etc. C'est le choix du joueur. On apporte une liberté qui n'existait pas avant. Et ça crée cette nouvelle licence, Assassin's Creed. Le jeu n'est plus un Prince of Persia, c'est un Assassin's Creed. Et puis, ça va évoluer comme on le connaît. Donc, ça, c'est un enfant direct. Hein. À chaque fois qu'on dit que Assassin's Creed est un enfant de Prince of Persia, c'est pas en mode oui, c'est inspiré d'eux. Ça devait être un Prince of Persia. Et il a des enfants indirects. Et pour moi, des exemples, c'est des jeux qui essaient de raconter des histoires. Donc, c'est pas des enfants sur le parcours, c'est sur la façon de narrer les histoires. Et moi, ce qui me vient en tête, c'est Naughty Dog avec les Uncharted et Prince of Persia. Et on va prendre un peu littéralement, on va les jouer sur les mots. Prince of Persia qui s'est transformé en Assassin's Creed, c'était quelqu'un de violent qui devait protéger un enfant. Last of Us, c'est quelqu'un de violent dans un monde zombie qui va protéger un enfant. Et il va réussir à raconter son histoire à travers des cinématiques, des dialogues, mais aussi les gameplays, puisque le personnage est présent dans le jeu, interagit avec toi, peut t'aider. Ils vont supprimer la mécanique qui est qu'il faut sauver le personnage, notamment parce qu'ils rajoutent de l'infiltration, et en fait, s'il devait se faire choper, vu que l'IA était pas très bonne, ça foutrait le jeu en l'air, et donc le joueur ne ferait que de détester le personnage qui l'accompagne. Donc il supprime ça, donc en fait on n'a plus ces mécaniques de le sauver. Par contre, on a ces mécaniques d'interaction avec le personnage dans des énigmes, où lui va pouvoir nous débloquer des portes. J'avais totalement oublié, dans Prince of Persia, une des mécaniques, c'est que vu que c'est une meuf cliché, elle est giga fine, et donc elle peut passer dans des failles que nous on peut pas. Ce qui permet à la fois des séparations et de lui permettre d'entendre des choses qu'on ne peut pas, et donc de nous aider. C'est une mécanique assez intéressante. Et ben ça, c'est repris dans Last of Us, puisqu'on est avec une gamine, la gamine peut mieux se faufiler, et donc on va pouvoir la faire passer dans des endroits en lui faisant la courte échelle, et derrière c'est elle qui va nous ouvrir des portes, un peu comme la princesse qui nous ouvrait le passage en activant des leviers. Et je dis ça, je veux dire, moi j'ai eu un regard de quelqu'un qui était fan de Last of Us, qui avait jamais touché la licence de Prince of Persia, et quand je l'ai touché, vraiment ça m'a sauté aux yeux, parce que parmi tous les autres vieux jeux auxquels je jouais, je n'avais jamais eu ce sentiment-là, et là j'avais la manette en main, je faisais, mais attends, c'est Last of Us, mais c'est pas. Mais cette façon d'interagir entre les personnages, cette façon de pouvoir nous rejouer les énigmes en fond, cette façon d'écrire,
Et en fait, je pense qu'il a un impact très important, sans qu'on le remarque, sur la façon dont on raconte des histoires aujourd'hui dans le jeu vidéo. Et comment les personnages interagissent entre eux. Et rien que pour ça, ça a été une énorme claque. Vraiment. Pour le coup, ouais. Je sais pas comment va s'en sortir The Lost Crown. Je sais pas comment. Il n'a pas l'air d'être axé sur l'histoire. Ouais, il a pas l'air d'être axé sur l'histoire. À voir. C'est pas forcément une mauvaise chose, sachant que ça peut être un parti pris. Parce que, je le répète, hein, ils savent plus trop quoi faire avec la licence. Donc c'est pour ça qu'il y a un reboot aussi en chemin dont on n'a plus. Un reboot ou un remake? Moi j'avais cru comprendre que c'était un remake. Non, c'était pas un reboot, excuse-moi. Un remake, ouais. Ouais. Ils refont le Son of Time. Ouais. À voir, hein, parce qu'on n'en entend plus parler. Et de ce que j'ai un peu vu, j'ai quand même un peu peur qu'ils changent les trucs. Parce que ils peuvent changer l'histoire. Hein. Bah, franchement, s'ils peuvent changer 2-3 dialogues qui sont un poil cringe aujourd'hui, s'ils peuvent revoir la difficulté et rendre le combat plus intéressant, ils peuvent avoir un très bon jeu entre les mains assez facilement. Hein. Le truc, c'est qu'on n'en entend plus parler. Ouais. C'est ça, on n'en entend plus parler, donc on n'a plus trop d'infos. C'est souvent mauvais signe. Ouais. Je crois qu'ils avaient un autre jeu, je crois que c'était Skull and Bones. Le jeu d'ailleurs qu'ils veulent absolument abandonner. Alors encore une fois je divague, hein, mais c'est juste j'adore donner des infos comme ça. Parce qu'en fait du coup pour contextualiser, il y a eu Assassin's Creed 4, donc du coup qui se déroulait dans le monde des pirates. Ouais. Black Flag, qui était juste incroyable, la manière dont ils géraient les combats navaux, etc. Ils se sont dit on va faire un jeu sur ça. Ouais. Donc c'est là comme ça que Skull and Bones est né, on va dire en backstage. Donc il y a le jeu qui a été développé, etc. Sauf que il s'avère que plus ils avancent, plus ils sont pas très envie. Alors je connais pas toutes les raisons, peut-être que ça peut être des raisons financières ou peut-être qu'ils pensent que le jeu ils vont pas en tirer beaucoup. Ils veulent plus justement finir le développement du jeu. Enfin ils veulent le lâcher, sauf qu'ils peuvent pas parce qu'ils ont reçu des financements de gouvernement. Par exemple le gouvernement, il me semble Singapour. Ouais, Singapour, j'allais dire Singapour. Ouais. C'est Singapour qui est et le gouvernement il leur a fait non. Vous allez finir ce jeu. On vous a payé on vous a aidé pour ce jeu, vous nous le finissez. Et donc c'est un running gag. Moi je sais que j'ai des potes qui l'attendent et on aime bien se moquer d'eux. On a toujours pas, on a de moins en moins d'infos, on sait pas quand il va sortir et bon, on verra bien. Ça nous donne un bon. Alors moi je veux revenir quand même sur une anecdote qui m'a vraiment marqué sur Prince of Persia. Parce qu'on parle souvent des grosses émotions fortes, mais parfois c'est des petites choses qui peuvent marquer. Et moi ce qui m'a marqué, c'est la mécanique pour regagner de la vie dans le jeu. Tu n'as pas de potion, etc. Et tout. C'est juste boire. Il y a des fontaines un peu partout dans le jeu. C'était dans un très beau palais. Hein. Ouais. Et donc, en tout cas, dans le premier, tu bois pour te soigner. Et parfois, tu tombes sur des fontaines magiques qui sont cachées, qui ont l'air d'être une passerelle vers un autre monde. Et quand tu en bois, tu augmentes ta santé globale. Ouais. Et en fait, cette mécanique, je l'ai retrouvée dans Mad Max, le jeu vidéo. Donc, un open world, etc. Où pour te guérir, eh bien, tu dois boire de l'eau. Et donc, bien sûr, tu en trouves très peu. Et donc, tu es obligé de chercher des sources d'eau, de remplir ta gourde. Ça prend un peu de temps. Tu as mis une petite cinématique où l'eau tombe petit lentement. Et tu peux boire ta gourde pour regagner de la vie. Et cette mécanique, je la trouve magnifique. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu fais ça? Tu te dis pas, merde, je dois trouver une potion. Tu te dis, merde, je dois boire de l'eau. Et sur les deux jeux, Mad Max comme Prince of Persia, à force de me dire ça, j'avais soif. Et ça, c'est tout con, mais pour raconter quelque chose ou mettre dans une ambiance, ça marche giga bien. Dans Mad Max Fury Road, ça me mettait dans une ambiance post-apo. Dans Prince of Persia, j'étais dans un putain de palais qui était à côté d'un désert parce que j'avais soif. Et ça, c'est tout con. Mais je trouve que c'est une très légère forme de narration qui n'est pas là pour une émotion, mais qui marche du feu de Dieu. Et vraiment, ça m'a marqué. Voilà, encore aujourd'hui, je vous parle du fait qu'on peut boire dans Prince of Persia. C'est tellement con. Mais on décide de raconter ça et du coup de te pousser dans ta tête à te dire je dois boire. Et ça a un impact sur toi. Inconsciemment, à force de te dire je dois boire. Je trouve que c'est une mécanique super intelligente sur Mad Max Fury Road, sachant que l'eau elle est détenue par les amis.
Ouais, et donc du coup, en fait, Tu te bats pour de l'eau dans ta tête. tu te bats pour de l'eau. C'est super smart. C'est Ouais. super smart. Sur Prince of Persia, pour le coup, alors moi, encore une fois, j'y ai pas rejoué récemment, donc toi, forcément, tu as des trucs beaucoup plus frais. Mais moi, ouais, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ce délire-là de fontaine. Ouais. Et ça, je trouve ça. En plus, ça, les décors. Ouais, ils sont magnifiques. Les décors, en fait, ils te rappellent très bien que bah, tu es dans le désert parce qu'en fait, des fois, ils sont pétés et il y a du sable qui rentre. Qui rentre. Et donc, du coup, tu es là en mode. Ouais, il doit faire chaud quand même. Ouais. Et je suis en train de me dire, on parlait du fait que l'architecture marquait l'ambiance, quoi, et le contenu des nuits. Mais comme dit, vu qu'on fait du parcours, on interagit avec elles. Et donc, même pour régénérer de la vie, c'est les fontaines. Et les fontaines, elles font partie du décor. Et donc, tu ne fais que d'interagir en continu avec ce palais. Et donc, en termes de. Pour moi, depuis que j'y ai joué, c'est devenu un lieu culte du jeu vidéo, le palais du premier. Alors, d'ailleurs, ça me permet de rebondir vite fait sur un truc, un détail. C'est peut-être Vas-y. pour ça que les derniers, indirectement, ils se sont éloignés de plus en plus de ça. C'est parce qu'en fait, par exemple, dans le dernier dont je t'ai parlé, les sables oubliés, Ouais. pour récupérer de la vie, c'est que quand tu tues un ennemi, t'as des boules rouges qui tombent au sol. Enfin, pour moi, ça veut rien Alors, dire. en termes T'as de des boules gameplay, ça peut être jaunes, intéressant, bleues. mais ça ne raconte plus rien. Exact. Et donc, ça montre à quel point ce jeu il était en avance sur son temps. C'est que aujourd'hui, quand on essaye d'en faire des suites, enfin, c'était plus aujourd'hui le dernier, mais après, quand on essaie de faire des suites, eh ben, on n'a pas compris qu'est-ce que ce jeu apportait et qu'on a lavé ça de ce jeu. Et du coup, ce jeu, c'est plus Prince of Persia. C'est plus Prince of Persia si tu ne racontes plus que tu as besoin de boire, etc. Et c'est intéressant ça, c'est intéressant de voir comment ils se sont perdus et pourquoi j'entends que les tout derniers après la trilogie ils sont pourris. Alors que probablement que si je l'avais en main, je vous dirais que le combat serait plus agréable que le premier. Parce que ça doit pas être plus compliqué, même s'il est vraiment sauvé par les animations qui sont magnifiques. Encore aujourd'hui, je connais peu de jeux que je trouve aussi bien animés que celui-là. D'ailleurs, ça a été un problème des Assassin's Creed, c'est que vu qu'il y a de la transition au monde ouvert, c'est que en fait, les premiers. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs, récemment, ils sont pas mal critiqués au niveau des parcours. Et pourquoi beaucoup de gens ont cette nostalgie du premier et du second. Bon, même si on rejoue au premier et au second, on sent que c'est vieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la transition a été faite que le Prince of Persia marchait plutôt bien parce que comme tu l'as dit c'est des environnements confinés donc contrôlés, on peut faire contrôler l'animation, on sait dans quel contexte ça va être fait, alors que quand on est dans un monde semi-ouvert ou ouvert, on ne sait pas dans quel contexte va être fait l'animation, donc on ne peut pas l'adapter au mieux pour que ça rentre bien dans le décor, etc. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est que pour Assassin's Creed 1, ils ont rendu les trucs super rigides. C'est pour ça que on sent qu'on est dans un personnage hyper lourd, c'est parce qu'en fait les animations sont rigides, elles sont faites pour être faites dans un contexte spécial. Ça, ce qui faisait que les animations étaient mieux, il y avait un meilleur feeling, mais on sentait qu'on jouait avec un perso lourd. Ça a été amélioré dans le 2, donc il reste dans cette idée que les animations doivent être faites dans certains cas, mais il donne un peu plus de possibilités dans le... C'est pour ça que le parcours du 2, pour certains, reste le meilleur, c'est parce qu'on avait un feeling on était moins lourd. Mais on gardait la rigidité, mais on était moins lourd. Un truc qu'on a perdu dans les derniers, où ils ont essayé de faire un parcours, du coup, ça empathie sur les animations, mais ils ont essayé de faire un parcours beaucoup plus ouvert, par exemple dans le Odyssey, Origin, donc on peut faire un peu ce qu'on veut en termes de trucs. Mais pour certains, on perdait du coup cette qualité d'animation. Alors apparemment dans le dernier, là, Mirage, ils ont essayé de retourner aux sources. Je crois qu'ils ont... Enfin, plus ou moins réussi, dans le sens où il y en a certains, ils donnaient quand même un meilleur feeling au niveau du parcours, mais il me semble qu'il y a toujours cette difficulté-là de comment faire pour avoir des animations hyper quali, hyper propres, sachant qu'en fait, on peut avoir des contextes dans lesquels le joueur, voilà, on peut faire des combinaisons de sauts ou de parcours qui peuvent rendre l'animation un peu bizarre, etc. C'est un vrai défi. Donc, je pense que ça on en a fait le tour. On en a fait un peu. On peut faire la transition. Donc, du jeu tiré du film a été fait un livre tiré du film. Et ce livre, c'était pas n'importe quel type de livre, c'était un livre dont vous êtes le héros. Donc, notre deuxième sujet, le livre dont vous êtes le héros. On présente rapidement ce qu'est un livre dont vous êtes le héros.
Un livre dont vous êtes le héros, c'est un livre dans lequel déjà vous voyez, puisque le personnage vous jouez le personnage. Et comment vous le jouez, c'est-à-dire que vous allez avoir des choix qui vous sont proposés. Et comment vous faites un choix, eh bien ils vous disent, si vous voulez faire ce choix, allez page temps, si vous voulez faire ce choix, allez page temps. Et donc c'est un livre qui est assez épais et pour lequel que tu peux lire entre guillemets d'une traite, parce que le problème c'est que vu qu'il y a plusieurs possibilités, il faut le rejouer plusieurs fois, mais que tu peux finir assez rapidement malgré le fait qu'il soit épais, parce qu'en fait tu ne vas pas tout faire et tu vas aller de page en page, le feuilleter, aller à page 66, puis après 13, etc. Poursuivre tes choix. Et donc c'est vraiment du proto-jeu vidéo avant l'heure. Aujourd'hui, il existe des livres dont vous êtes le héros qui sont faits sur ordinateur, parce qu'en fait, rien n'empêche de juste mettre du texte sur ordinateur et du coup d'en avoir beaucoup plus, d'avoir des mécaniques un peu plus complexes, etc. Parfois, les livres dont vous avez le héros, il y avait certaines mécaniques de jeu. Donc, on avait des combats, on vous disait attention, cet ennemi a tant de PV. Et donc, il y avait deux moyens de résoudre les combats avec les jets de hasard, parce qu'on avait ses propres stats. Soit tu lançais un dé, il te demandait un dé, soit il y en avait certains, ils avaient une page à la toute fin, avec plein de chiffres, des cases avec plein de chiffres. Tu prenais un crayon ou ton doigt, n'importe quoi, tu fermes les yeux, tu bougeais ton doigt, tu prenais au hasard, parfois tu corrigeais quand même, et tu tombais sur un chiffre, et donc c'était ce chiffre-là. Et donc ces livres te permettaient d'être le personnage principal, chose qu'un livre normalement ne te permet pas, et de vivre une aventure personnalisée. Et donc je l'ai présenté, tu veux dire comment t'as connu ça et après Moi par rapport, on a eu un truc, enfin encore une fois on a eu une expérience plus ou moins différente par rapport au livre dont vous êtes le héros. Ouais. C'est que toi tu as eu dans le contexte d'une histoire. Enfin d'une histoire. Voilà, c'était lié par exemple au film Prince of Persia où tu pouvais rejouer du coup l'histoire du film, ouais. mais avec des choix différents, etc. Ouais. Et donc c'était un peu le livre qui te servait de maître du jeu. Moi c'est un peu différent, j'ai eu The Wimpy Kid. Okay. J'ai oublié la traduction en français, c'était quoi? Je me rappelle plus, mais en gros c'est l'histoire d'un... C'était l'histoire d'un... En fait tu suis un personnage qui du coup était de... Alors je crois que tu recherches. Ouais, c'est pour moi. Mais ouais, tu suis en gros plus ou moins l'histoire d'un personnage, enfin d'un étudiant qui du coup vit ses années ses années durant le lycée, l'université, etc. Et en fait, je crois que c'est, d'ailleurs la traduction française, c'est le lâche ou quelque chose comme ça. Non mais je crois que c'est un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais en gros, tu le suis dans ses conneries, etc. Et dans le livre, en fait, t'as des choix, t'as des choix, t'as des activités, t'as des... Faudra faire un épisode spécial où on y joue ensemble, parce que ouais, en classe on ne peut pas éviter ça. En fait c'est trop drôle, parce que par exemple un truc tout con c'est qu'il va faire une connerie et il va décider de dessiner un truc à la con sur le mur d'un truc, bah tu peux le dessiner. Ah, sur le livre. Ouais. Ah, c'est génial. Et en fait le livre, en fait ce qui est incroyable avec le livre, c'est pas le livre te fait vivre une histoire, c'est que le livre est ton histoire, parce que lui il raconte sa connerie. Et sauf que la connerie, c'est toi qui l'as faite aussi. Et c'est ton dessin. C'est incroyable. Alors j'ai vraiment envie de l'acheter parce que c'est giga intelligent et innovant. Bah, c'est bien foutu, il y en a plusieurs. Ça a été une longue série. Alors, je crois que d'ailleurs, il y a un film qui est sorti qui suit l'histoire de ce truc-là. Okay. Bon, le film, je me rappelle plus très bien, donc il m'a pas. Je me rappelle plus si déjà je l'ai vu, donc ouais. Ça c'est plutôt grave. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, si je l'ai vu, il m'a pas marqué. Ouais. Mais je t'avoue que je suis plutôt curieux de voir ce qu'ils ont fait au niveau du film, parce que comment tu retranscris ça dans un film. Ouais. Mais les bouquins étaient très intéressants. Enfin, nous en tant qu'adultes, je pense qu'on sera beaucoup moins connecté aux bouquins, mais quand t'es gosse. Et moi je l'avais reçu quand j'étais beaucoup plus jeune, ouais. Et que tu dois faire des conneries dans un bouquin et que tes conneries c'est les tiennes, ouais. Bah, et puis ce qui est marrant c'est quand même
que la connerie c'est de dessiner, là, celle que tu cites. Ouais. Sauf que c'est une réelle connerie que tu fais, puisque tes parents t'ont toujours appris de ne pas dessiner sur un livre. Et que le livre te dise « Oh, fais la connerie de dessiner sur moi », c'est giga intéressant en termes de narration. Là, parce que l'acte que fait le personnage est exactement le même que toi. C'est surtout ce qui est trop drôle, c'est que moi j'ai le bouquin qui est dans ma bibliothèque que j'ai pas rouvert depuis longtemps. Je suis sûr que si je le rouvre, je revois des conneries que j'ai fait dans le bouquin. C'est magnifique. Et le bouquin en fait te pousse à le... Enfin, je dirais pas à le malmener, mais le bouquin te pousse en gros à vraiment faire en sorte que ça soit le tien. Ouais. Et il y a plein de trucs. Alors je suis désolé, hein, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas rouvert, donc là je me base entièrement sur mes souvenirs, et ça c'était le seul truc qui m'a réellement marqué. Mais je me rappelle qu'il y avait plein d'autres conneries que tu pouvais faire dans le bouquin, et il y avait des choix qui étaient basés là-dessus. Il y avait aussi le livre arrivait plutôt bien à se connecter à toi dans certaines, par exemple dans certains... j'ai oublié le terme utilisé, mais tu sais, dans certains moments de ta vie, ou par exemple dans les études, où tu peux rencontrer certains trucs qui peuvent te rendre anxieux ou des choses comme ça, et le bouquin enfin, je trouve ça vraiment bien pour des gamins, parce qu'il arrive hyper bien à se connecter à toi, et ça devient en fait, le bouquin à la base, ça devient un bouquin que tes parents t'ont acheté pour le lire, et petit à petit, ça devient un peu ton journal à toi, et ça c'est super fort, parce que même la page de devant, tu peux la personnaliser, et littéralement il y a écrit colle un truc. Je crois qu'il y avait un truc comme quoi il t'avait dit colle un truc dessus, et tout le temps le bouquin te pousse à le posséder, et je trouve ça trop dingue. J'ai envie de m'en acheter. Alors ce serait peut-être pas, c'est pas aussi fort que de te faire vivre une histoire. En fait c'est ça, c'est qu'on te fait pas traverser une histoire, c'est que on te fait écrire indirectement ta propre histoire, et vu que ça t'accompagne durant ta scolarité, c'est censé t'accompagner durant ta scolarité, tu peux à chaque fois revenir dans le bouquin et peut-être réeffacer des trucs et le refaire. Et je trouve ça trop fort. C'est hyper fort de faire en sorte que tu as un bouquin qui est à la base un truc que tu mettrais dans ta bibliothèque et que tu oublierais, que ça devienne un truc qui fait partie de ta vie et que tu possèdes. C'est-à-dire que là, je peux revenir dans... Je ne l'ai pas ouvert depuis longtemps. Je suis sûr que si je reviens dessus, je le rouvre, je vais découvrir des trucs. Et là, en plus, tu es en train de mettre une grosse claque parce que au principe du livre dont vous êtes le héros, c'est livre dont vous êtes le héros, et j'étais en train de dire oui, ça s'exporte sur l'ordi, etc. Sauf que tu es en train de me montrer que si tu l'exportes, tu peux perdre des mécaniques incroyables comme celle-ci. Et donc le livre, c'est pas juste dont vous êtes le héros, parce que sinon c'est juste un jeu vidéo, et la mécanique livre, elle peut vraiment être prise en compte, ça c'est magique. Alors en fait, la force de ce truc-là, c'est que bon, là tu as parlé de l'exporter, enfin plutôt l'importer sur ordi, etc. C'est qu'en fait, le livre n'est pas voué à être entièrement un jeu. Dans ce contexte-là, en tout cas pour celui-là, c'est que le livre est voué à être un journal pour toi. À être un endroit pour toi où tu peux te déconnecter de certaines choses et faire des conneries ou extérioriser certaines choses, parce que le livre te comprend. Il est là pour te comprendre. Il n'est pas là pour te faire vivre quelque chose. Il est là pour t'expliquer son histoire à lui et te dire ah, tu vois, bah là, j'ai fait cette connerie-là, et bah en fait, on a peut-être fait la même. Ah, bah t'as fait la même, enfin, tu vois, il se connecte avec toi par rapport à des trucs hyper cons et ce genre de choses. Et en fait, tu peux pas importer ça en fait, indirectement, juste convertir ça sur un PC, tu perds déjà le principe. C'est magnifique. Oh, je suis content de découvrir ça avec toi. Je ne connaissais pas. Je pourrais te pousser en vrai, peut-être que la prochaine fois, je ramènerai le mien et peut-être qu'on le redécouvrira ensemble. J'ai envie déjà de m'en acheter un pour moi, juste pour le fun. Et j'ai envie il faut qu'on fasse une session spéciale hors série livre dont vous êtes. Mec, ça pourrait être super drôle. Je serais très très chaud de le faire. Il faudra trouver un peu comment on peut faire ça. Ce sera pas pour tout de suite, hein, on a le temps. Mais c'est des trucs super intéressants. D'ailleurs, je crois que, comme je te dis, c'est un truc qui s'est accompagné dans ta scolarité, donc t'en as plusieurs. Donc t'en as un pour le lycée, t'en as un pour la fac, t'en as un pour le collège. Donc en fait, il adapte son style pour s'adapter à toi. Donc par exemple, un truc, celui que j'avais, c'était pour le collège. Enfin, moi pour le collège, ça marchait trop bien. Maintenant, si je le prends et que j'essaie de le faire pour le lycée, il y a des trucs que je ferais pas. Tu vois, et ça arrive hyper bien à se connecter par rapport à ton truc.
Ok, oh, bah, c'est une belle expérience parce que moi ça va être classique au possible Gigation parce que je n'ai pas commencé avec Prince of Persia, hein. J'ai commencé avec, si on appelle ça, le genre s'appelle le livre dont vous êtes l'héros, c'est parce que la toute première série de livres qui a été publiée comme ça s'appelait comme ça, c'était une série de livres, les livres dont vous êtes le héros. Et, et, euh, et moi je les ai connus comme ça parce que mon père les connaissait à son époque, parce que c'était un genre de jeu de rôle et que ça y ressemble pas mal, etc. Et qu'il m'a donné les rares qu'il avait. Et suite à ça, que j'aimais, je faisais des brocantes pour acheter ces livres-là. Aujourd'hui, ils ne se trouvent plus dans des brocantes, je n'arrive plus à en trouver. Mais donc, je les obtenais comme ça. Et ils avaient des sous-marques dans les livres dont vous êtes le héros, parce qu'ils avaient des sagas de livres qui se suivaient. Il y avait un truc avec un ninja, il y avait Loup solitaire, qui est quand je me suis renseigné après, l'un des trucs les plus connus où à chaque tome, en fait, tu avais tout un set de compétences, tu pouvais parler aux animaux, etc. Et tout. Et tu en choisissais qu'une au début. Et donc, il y a des moments où il y avait des choix qui t'étaient bloqués. Et à chaque nouveau livre, il te disait: oh, c'est combien tes livres que tu fais là-dessus? Oh, c'est ton troisième. Bah, tu passes niveau 3. Prends-toi une nouvelle compétence. Et t'arrivais. Et chaque fois que tu faisais un nouveau livre, tu commençais à tout exploser parce que tu en avais de plus en plus. Donc, ils avaient créé une progression de personnages qui marchait super bien. Et sinon, à part ces sagas, en fait, chaque livre pouvait être dans un ton totalement différent de l'autre. Une fois, tu étais dans la cité des voleurs et tu jouais un voleur, l'autre fois, tu jouais un héros, etc. Il y en a un où tu jouais une armée. Et en fait, tu avais et des mécaniques de combat en solo et des mécaniques de combat d'armée. Et petit à petit, tu essayais de recruter de plus en plus de monde pour vaincre le méchant qui avait sa grosse armée. Et donc ça marchait vraiment bien. Et un autre truc qui généralement n'est pas mis dans cette case-là, mais qui y ressemble un peu, je ne sais pas si tu as connu une série de livres qui s'appelait Les Mille et Un ou Les Mille. Il y avait Les Mille et Une oubliettes, les je sais plus quoi. Et en fait, c'était un peu des point and click avant l'heure. Pas avant l'heure, puisque ça existait déjà. Tu ouvrais ton livre et tu avais que du dessin, pratiquement. Il y avait très peu d'écriture, à l'inverse des autres. Des magnifiques doubles pages avec un lieu, des personnages, etc. Un petit peu de texte. Et tu avais la possibilité, entre guillemets, de ramasser des objets que tu voyais dans les pages. Et donc, il fallait faire attention à tes pages. Et donc, au bout de la, je sais pas combien de page, quelqu'un pouvait te dire: ah oui, oh, j'aurais quand même besoin d'une potion de vieillissement, en parenthèse, qui est rouge normalement. Et là, tu disais: ah merde, bah, j'en ai pas croisé, donc j'ai pas le droit de faire la solution, je te donne la potion. Et quand tu la faisais, du coup, tu disais: attends, je vais faire mieux, attention. Et soit tu n'avais pas pris les bonnes pages et donc tu ne pouvais pas l'avoir, soit tu les avais pris, tu disais: ah, mais attends, ici il y avait la potion, hop, je prends la potion. Et tu jouais tout ton truc, t'avais cette recherche dans l'image. Parfois il y avait des énigmes dans l'image, ou parfois en fait il te disait: oui, si tu arrives à vaincre je sais pas quoi, tu as le droit d'aller à la page indiquée. Et il ne t'indiquait pas la page et tu comprenais pas. Et en fait, dans le visuel, il y avait une énigme liée à cet adversaire dont il parlait. Et la réponse de l'énigme était un nombre. Et donc, du coup, tu savais quelle page tu pouvais aller. Et ces livres, du coup, ils étaient beaucoup moins axés sur le choix, mais beaucoup plus sur le jeu. Et étaient à la fois magnifiques visuellement et très très ludiques. En plus, ils étaient assez compliqués, donc ils avaient beaucoup de replay value. Heureusement, parce qu'il n'y avait pas tant de pages que ça. Et donc voilà, c'était à peu près les deux types de trucs que j'ai connus. Vu que j'appréciais ça, quand on a vu le film de Prince of Persia, on m'a offert le livre vert, donc des petits livres très simples à lire pour les enfants. Ils font souvent des adaptations de films. Et là, ils se sont dit: on va faire une adaptation, mais en livre dont vous êtes le héros. Je crois qu'il y en avait même pour Clone Wars, pour ceux qui aiment bien, si jamais vous voulez checker. Et la mécanique qui était vraiment marrante, c'est que tu pouvais faire tous les mêmes choix que le personnage du film et donc avoir le film et lire l'histoire du film. Ou tu pouvais dire: ah non, moi je suis pas comme le héros, non, lui il mérite la mort, je le tue, etc. Et donc tu avais des variantes et du coup tu pouvais vivre d'autres aventures. Et je me souviens qu'ils avaient joué sur la mécanique de voyage dans le temps, puisque parfois tu avais le choix de pouvoir revenir dans le temps et ça voulait dire de juste revenir quelques pages en arrière et de dire: ok, je fais un autre choix. Alors ça, c'est une mécanique marrante parce que, comme dans le jeu vidéo où tu peux sauvegarder et revenir en arrière, un livre dont vous êtes le héros, surtout quand t'es petit,
c'est difficile de s'empêcher de tricher juste en revenant à la page précédente. Et donc là, comme le jeu, le livre dont vous êtes le héros prenait en compte ça. Et vu que parfois il te disait tu as le droit de retourner, tu avais moins tendance à retourner de toi-même parce que le jeu te le permettait déjà. Et c'était un livre très, très fun. Les prémices du jeu de rôle. On rigole, mais c'est littéralement ça, c'est que... Sauf que ça n'a pas été... Non, ça n'a pas été... En termes de date, mais ça, c'est une très bonne introduction. Mais par exemple, d'ailleurs, il me semble que... Alors, je ne connais pas un large panel pour être super calé dessus, mais en tout cas, je sais que pour tu sais, la série de livres qu'est en train d'écrire du coup Bob Lennon. Ouais, oui, c'était des livres. Alors, Bob Lennon, youtubeur français de jeux vidéo, qui a fait du Minecraft, etc., qui avait sorti sa série de livres, sa série de livres typés les livres dont vous êtes le héros. Ouais. Donc du coup, il y a eu Billy, je crois que le dernier c'est Billy et la corne d'ivoire. Je me rappelle plus trop des titres, je suis trop mauvais. Okay. Mais grossièrement, en fait, dans son livre, il y a quand même des jets de dés, il y a des trucs comme ça, etc. Donc ça reste dans le même principe, et je trouve que c'est plutôt vraiment très jeu de rôle comme alors que le tien n'avait pas l'air de l'être. Ah non, le mien littéralement, c'est littéralement, bon, ça reste dans le principe, hein, le livre dont vous êtes le héros, mais il n'a pas pour principe de te faire vivre un scénario. Et c'est fou, parce que ça veut dire qu'en fait, c'est pas destiné que pour ça. Oui. Et ça veut dire que c'est littéralement un genre qui n'est pas forcément lié au jeu de rôle, qui peut être lié au jeu de rôle, mais qui peut être indépendant par rapport au reste. Parce que toi, tu as vu une version journal intime, moi j'avais un truc presque point and click. Également, c'est vrai qu'il peut prendre plusieurs formes, et c'est vraiment amusant. Je trouve que toutes les solutions qu'il trouve sont cool. Et donc j'ai en profité pour bifurquer sur ceux sur ordinateur. Il existe en fait, il y a un type qui a créé un logiciel qui permet de créer ce genre d'histoire. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait il a un nom pour le logiciel, et du coup souvent les gens qui font des jeux grâce à ce logiciel prennent le format de ce nom. C'est Choose of quelque chose, je sais plus, le choix de quelque chose, un truc comme ça. Et donc les gens, le choix de dragon, le choix de... Parfois, Choice of, c'est ça. Puisque moi, celui qui m'avait vraiment marqué, c'est Choice of Robot. Et donc c'est des mecs qui font ça dans leur coin, ils ont juste à taper, ils utilisent le logiciel et voilà ça. Et à l'inverse du papier, tu n'es pas limité en pages, et donc ils pouvaient faire beaucoup plus de contenu, et notamment plus de sous-choix, parce que généralement, vu que tu ne pouvais pas faire un milliard de choix, et bien tu faisais que chaque choix était des gros choix marquants dans un livre dont vous êtes le héros. Genre, est-ce que je tue cette personne ou je la sauve pas? Et tu pouvais pas taper la discute avant en choisissant quel dialogue tu faisais, puisque ça prendrait beaucoup trop de pages juste pour un dialogue. Et là, ils peuvent se le permettre dans le jeu. Et donc tu as beaucoup plus de micro-choix possibles qui permettent d'interpréter ton personnage dans les paroles et pas que l'action, qui sont super agréables. Et aussi, tu peux faire beaucoup plus d'embranchements et de choix différents, puisque tu as beaucoup plus de texte. Et donc Choice of Robot, c'est une histoire où tu es le créateur d'un robot, et tu es en avant sur ton temps, tu es un jeune ingénieur / universitaire, et tu crées un robot. Tu es le premier à créer ce type de robot, tu choisis ton type de robot. Et suite à ça, le monde va être révolutionné par les robots, donc plein de questions sur qu'est-ce que le robot, etc. Et j'avais lancé des amis dessus, et c'est comme ça que j'ai découvert que ce jeu avait plein de possibilités, puisque je vais vous raconter différentes anecdotes qui vont montrer à quel point ce livre dont vous êtes le héros n'avait aucun rapport d'un genre ou un autre. Moi, par exemple, quand j'ai créé un robot, eh bien, je considérais que, vu qu'il avait une intelligence assez grande, c'était comme un être humain, et je l'ai élevé comme un enfant. Et le robot s'est comporté comme un enfant, a appris à devenir un adolescent, puis un adulte. Il a changé dans sa façon de faire, il m'appelait père, etc. Bon, j'ai des camarades qui n'avaient pas le robot qu'ils suivaient, ils ont créé une chaîne de robots de médecins, et qui ont eu plein de thunes grâce à ça, et ils n'ont jamais eu d'interaction avec un robot quelconque qui faisait relation humaine. Et quand même, il essayait de recentrer sur des scènes un peu clés, parce que sinon ça serait trop bordélique pour lui. Et un exemple très drôle de scène clé qui permettait de montrer la variété que tu pouvais avoir dans ce jeu,
c'est un moment tu finissais enfermé en prison pour t'être interposé pour je ne sais plus quelle raison. Moi, j'ai réussi à me sauver puisque j'étais ami avec un journaliste qui a fait pression et qui du coup a publié ça. Il y a eu beaucoup de manifestations et tout et on m'a libéré parce que sinon il y avait des gros problèmes. Et on a quelqu'un qui a réussi à s'enfuir parce que les robots qui géraient sa prison, c'est ceux qui l'avaient fabriqué. Tout simplement. En vrai, et on a quelqu'un qui, quand on a parlé de cette scène, m'a dit « Ah bon, vous avez eu ça ? Moi, je ne l'ai pas eu. » Et quand on a parlé avec lui, on s'est rendu compte que lui était devenu dictateur et que lui avait mis en prison le journaliste dont j'étais camarade. Et donc, il n'avait même pas eu de scène d'évasion puisque c'était lui qui mettait en prison. Et donc, ça permettait des histoires beaucoup plus variées qu'un livre dont vous êtes le héros. Et en fait, les livres dont vous êtes le héros ont tendance à se écrire où tu incarnes un personnage. Et là, c'est tu inventais ton personnage. Comme vous voyez, il y en a un, il a joué à faire des robots médecins. Il y en a un, il se l'est joué à devenir dictateur. Il y en a un qui était très science, qui faisait que de parler d'une équation qu'il aimait, qu'il voulait résoudre. Bon, bah, il a créé une IA qui lui a permis de résoudre cette équation. On était mort de rire de savoir que ça avait été pris en compte dans le jeu. Et moi, je m'amusais à devenir père. Voilà. Donc, chacun avait créé son propre personnage. On comprend maintenant d'où vient l'obsession avec les jeux type narration, Last of Us. Ouais, un jour, on en a déjà parlé, on fera un épisode sur ce que j'appelle les daronisations. Spoiler, des épisodes qui sont en stock, des sujets qui sont en stock. Des sujets qui sont en stock, mais ça fait partie de ces sujets qu'on ne libère pas parce qu'on y tient tellement qu'on a envie d'en faire un banger absolu. Et... Ouais, c'est ça, c'est qu'on a des sujets, et on a des sujets, ils sont monstrueux, mais le problème c'est vu qu'on tient tellement à ça, on veut le faire proprement, donc on va vraiment faire un travail pour... Ce seront des épisodes limite hors série. En fait, le problème c'est que ça perd un peu du principe de ce qu'on fait là, c'est-à-dire qu'on discute un peu par rapport au ressenti émotionnel, souvenir, tu vois, il y a des trucs, j'ai pas rouvert mon bouquin là dont je t'ai parlé, et je te parle juste par rapport à ce dont je me souviens, mais c'est des sujets en fait, le problème qui sont tellement importants, je trouve, important dans le sens marquant pour nous, qu'on veut exceptionnellement faire vraiment les préparer, faire on sait pas trop ce qu'on fera, mais un jour, donc il y aura la daronisation, mais déjà on voit que pour mes sujets à moi c'est des mots inventés. C'est ça. On verra que j'ai réussi à me calmer et que mes intitulés, là ça a été livre dont vous êtes le héros. Alors c'est long parce que c'est le nom qui est long, mais c'était juste un nom. Et le prochain. Je suis content, je t'ai influencé. Tu as réussi à me calmer. Quand il faisait des sujets avec c'était des phrases entières. Ouais, on n'a plus des thèses. Là c'est que des trucs. À part dire que. Alors. Je rebondis vite fait, c'est peut-être pas le cas pour tous les livres dont vous êtes le héros, mais pour cette thématique-là spécifiquement, je trouve que le JDR est justement une continuité cohérente par rapport à ça. Bien sûr. Parce que, comme tu l'as dit, là, c'est pas on incarne un personnage, mais on invente un personnage, et le JDR, c'est littéralement tout le principe, c'est d'inventer son propre personnage, puis de l'incarner. Alors, si tu veux vraiment lier à ça, sache qu'il y a des livres dont vous êtes le héros multijoueur. C'est incroyable. Ça marche comment ? Ça marche comment ? En fait, tu as une aventure dans un donjon où tu dois vaincre un méchant. Et donc, tu achètes un tome. Et ton tome est lié à ta classe. Par exemple, je prends le tome. C'est un seul donjon. Mais tu as le tome, je suis magicien. Le tome, je suis barbare, etc. Et le jeu prend en compte que tu es soit en solo. Enfin, le jeu. Là, ça devient tellement ludique que ce n'est plus du livre, tu as envie de dire jeu. Mais le livre prend en compte que tu es en solo ou avec quelqu'un d'autre. Et si tu es avec quelqu'un d'autre, tous les deux, tu prends le livre, tu vas à la première page, tu lis le truc, et là, ensemble, vous pouvez faire un choix, ils vous mettent, et les deux sont calés ensemble. Et donc, tu peux interagir ensemble et faire le donjon ensemble. Et tu choisis ta classe en fonction du livre que tu achètes. J'y ai jamais touché, mais le concept est incroyable. Non, là vraiment on arrive au JDR en fait, littéralement. Voilà, c'est qu'à un moment il y a des gens, ils n'avaient pas de meneur de jeu pour faire du jeu de rôle, ils ont dit vas-y on va acheter des livres qui vont faire ça à la place quoi. mais en vrai
Après, je citerai une des personnes que j'apprécie beaucoup, Alexandre Assier, qui dit que. Alors, il disait que le jeu de rôle était l'expression ultime, enfin, la manière ultime de raconter une histoire. Ouais, je suis plutôt d'accord. Donc, voilà, je pense qu'on a plus ou moins bien. Peut-être que tu as peut-être un autre truc que tu veux dire par rapport à ça. Non, c'est un sujet un peu plus rapide que d'habitude, un peu léger, c'est pas grave, y a pas de. mais on aura pas tous les deux découvert des trucs. Ouais. Ça m'a intrigué, donc je me renseignerai. Bah, ça reste un épisode bon, parce que en vrai, c'est. Je sais pas, au fil de la mesure, j'ai On l'impression. est vraiment en des bâtards là, plus le temps passe, plus on se. Ah oui! Non, mais alors. Non, mais sans vouloir s'auto-cirer les pompes, mais je trouve que quand même, on a le sujet. Enfin, je sais pas. Ouais, je savais pas quoi m'attendre sur Prince of Persia, j'étais plutôt content. Ouais, on en ressort beaucoup moins. Parce que les premiers, alors on vous le dit, mais les premiers épisodes qu'on les a fait, on ressort, on se disait, ouais, il faut peut-être ça, ouais, il va peut-être ça. Alors que là, on en ressort beaucoup plus léger. Ouais, je suis d'accord, on aura moins de choses à se dire après, en mode, ah non, on aurait dû dire ça, on ne devrait pas parler comme ça, etc. Je pense qu'il va juste falloir qu'on continue à s'améliorer dans l'expression, puis... Exact. Bon, écoutez, on vous dit salut, puis on va en récréation. Prenez soin de vous. Au revoir.